Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Vous écoutez la radio publique africaine, bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 12 avril 2026. Tout de suite, les principaux titres. Le monde entier a célébré ce 12 avril la journée internationale des enfants en situation de rue. Une journée qui arrive au moment où le Burundi connaît une situation marquée par une augmentation préoccupante du nombre d'enfants vivant dans la rue. Et puis l'organisation de l'Union africaine a besoin urgemment des réformes pour espérer prétendre à un leadership efficace. Cela a été déclaré par le président kényan William Ruto il y a 2 jours. Vous entendrez son discours dans ce journal. Et en actualité sportive, nous allons vous parler des performances de l'équipe nationale féminine de football du Burundi des moins de 17 ans qui s'est imposée ce samedi face à celle du Malawi. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonsoir, démarrons ce journal par la page santé des habitants de certains quartiers et zones de la commune Nahangwa. Nous sommes en province de Bujumbura où plusieurs cas de choléra sont enregistrés, révèle qu'il reste difficile de se protéger contre cette épidémie en raison du manque criant d'eau potable dans les quartiers de Teza et Gikidzi situés en zone de Kamenge. Certains habitants affirment que l'eau ne coule plus dans les robinets depuis plus d'une semaine, une situation qui complique davantage les conditions d'hygiène au sein des ménages Balthazar Mivuro. Pour plus de détails. Les quartiers d'Oteza et Gikizi se situent dans la zone Kamenge, une zone voisine de la zone Kinama, où Redouine Baradahana, la ministre de la Santé, annoncé récemment qu'il y a une résurgence préoccupante de l'épidémie de choléra. Les habitants de ces quartiers, faut savoir qu'ils sont très inquiets suite à ce manque d'eau à cette période de cette épidémie très contagieuse, comme l'indique ce citoyen de ces quartiers. Nous avons un problème de manque d'eau potable. Elle ne coule pas dans les robinets depuis samedi de la semaine dernière. Si elle coule, l'on ne peut même poser 3 bidons. Et puis, nous avons des enfants. Il y a des toilettes et des douches. Ces toilettes, ce sont celles qui exigent beaucoup d'eau. Si tu as pu puiser un seul d'eau et que tu vas faire tes besoins aux toilettes, les autres tâches nécessitées d'eau ne seront plus accomplies. Ils nous donnent seulement l'eau du sous-sol. On n'en boit pas. Lorsqu'un enfant en consomme, il pleure tout le temps suite aux douleurs du ventre. Si les cas de choléra sont nombreux, c'est parce qu'on ne nous donne pas l'eau potable. Une autre source dans ces quartiers indique que, j'ouvre les guillemets, on n'a pas d'eau potable. Un domestique peut aller à chercher tout le matin et revient tard. Même à l'église de chez Bouyengero, où l'on va à puiser, elle est allée trop vite. Je ferme les guillemets. Ces habitants demandent qu'on leur donne de l'eau potable pour se prévenir contre les maladies des messards de cette épidémie de choléra. Et se laver régulièrement les mains et éviter tout contact rapproché avec des personnes présentant des symptômes inhabituels sont des mesures essentielles pour prévenir les maladies émergentes. C'est du moins la déclaration de la ministre de la Santé publique, Dr Lidwine Baradahana, appelle la population à se rendre rapidement dans les structures de santé dès l'apparition de certains signes, notamment une forte fièvre, des maux de tête, des saignements ou encore une coloration jaunâtre des yeux. La ministre Baradahana s'est exprimée dans un contexte marqué par l'apparition d'une maladie encore non identifiée dans la commune de Manda, en province de Bujumbura, depuis le 31 mars de cette année. Dès la notification des premiers cas, le gouvernement a immédiatement activé des mécanismes de riposte rapide. Des équipes techniques composées de médecins, de techniciens médicaux, des experts de la santé animale et des experts de l'OMS et d'autres partenaires ont été déployés sur terrain afin de mener une investigation rapide, une prise en charge des malades et le suivi des contacts. Dans le cadre de ces investigations, plusieurs analyses de laboratoire ont été effectuées pour les maladies hautement contagieuses, notamment la maladie à virus Ebola, la maladie à virus de Marburg, la fièvre jaune, la fièvre de la vallée du Rift et la fièvre hémorragique de Crimée-Congo.
À ce jour, du 11 avril 2026, tous les résultats sont revenus négatifs. Bien que les résultats préliminaires soient rassurants quant à l'absence de ces maladies graves, les investigations se poursuivent activement afin d'identifier l'agent causal de cette maladie. Le ministère de la Santé publique travaille en étroite collaboration avec les partenaires techniques et scientifiques, tant au niveau national qu'international, pour élucider cette situation dans les meilleurs délais. C'est dans ce cadre que des échantillons ont été envoyés dans des laboratoires étrangers pour des analyses comparatives plus poussées. Nous appelons la population à faire preuve de vigilance et à adopter les mesures de prévention suivantes. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, éviter tout contact avec des personnes présentant des symptômes inhabituels, consulter immédiatement un centre de santé le plus proche en cas de signes suivants: fièvre, céphalée, du sang dans les urines, une jaunisse ou un ictère, une fatigue intense, des douleurs abdominales, des vomissements ou diarrhée ou tout autre signe suspect. Vous êtes appelés aussi à respecter les consignes des autorités sanitaires locales. Nous invitons également la population à éviter la propagation des rumeurs et à se fier uniquement aux informations officielles diffusées par le ministère de la Santé publique. Et toujours en page santé, les retraités éprouvent de plus en plus de difficultés à accéder aux soins de santé. Non seulement ils peinent à trouver des médecins spécialistes adaptés à leur pathologie, mais ils doivent également payer la totalité des médicaments prescrits, alors même qu'une prise en charge gratuite leur avait été promise par l'État. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. Notre première action sera d'assurer la gratuité des soins aux retraités. Ici, on était en 2020. À ce moment-là, les fonctionnaires de l'État ignoraient encore que le gouvernement pour lequel ils ont travaillé s'apprêtait à leur tourner le dos après les avoir saignés à blanc. En effet, à cette époque, l'âge de la retraite était fixé à 65 ans, mais peu de temps après, le gouvernement a décidé de les faire partir à 60 ans sans crier gare, exception faite pour le personnel du ministère de la Justice. 65 ans, c'est l'âge où le corps commence à lâcher par vieillesse ou suite à l'épuisement et des maladies dues au poste occupé. Mais avant de poursuivre avec le sujet du jour, rappelons que les travailleurs de la fonction publique ont une couverture sanitaire, la mutuelle. Mais pour les retraités, cette dernière a été remplacée par un document attestant qu'ils sont reconnus comme retraités, donc devront bénéficier gratuitement des soins de santé, ce qui n'est pas du tout appliqué par différentes structures sanitaires étatiques qui rechignent à prendre en charge cette catégorie de personnes, vu que le gouvernement leur doit déjà des sommes faramineuses. Mais fermons cette parenthèse pour revenir à nos moutons. Souffrant de maladies nécessitant les soins des médecins spécialisés, ces retraités ne reçoivent pas les soins appropriés dans les hôpitaux étatiques, vu que les médecins spécialisés ont fui, le peu qui reste ayant préféré se mettre à leur propre compte. Et pour sauver leur peau, les retraités n'ont d'autre choix que de se faire soigner chez les privés et de dépenser leurs maigres revenus, comme en témoigne notre source qui a un parent retraité. Muni de cette carte de retraité, les privés lui font payer 100%. Cet enfant fait également savoir que même pour avoir accès aux médicaments lui prescrits par les médecins, son père trime beaucoup vu que les médecins de l'État n'acceptent pas de les lui prescrire. Comme il doit prendre des spécialités, cela ne lui est pas du tout facile. C'est vraiment insensé que des gens qui ont tant donné à leur gouvernement finissent comme ça, comme des moins que rien. Cette situation met dans une impasse les familles des retraités, car tout ce qu'ils perçoivent finit dans les soins, alors qu'ils avaient déjà du mal à joindre les deux bouts du mois, au moment où leur famille ne comptait que sur ces miettes. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures.
Poursuivons ce journal par la page diplomatie. L'Organisation de l'Union africaine, dans son état actuel, ne peut prétendre à un leadership efficace, d'où la nécessité de réformes urgentes. Cela a été déclaré le 10 avril dernier par le président kényan William Ruto. C'était au cours d'une rencontre avec les responsables des services de renseignement africains. Il a également vivement critiqué le fonctionnement actuel de l'organisation, estimant que si la situation perdure, l'Union africaine ne sera pas en mesure de diriger le continent. Suivez-le. Permettez-moi maintenant de restructurer les institutions et les départements qui composent l'Union africaine afin qu'ils soient en accord avec la vision de cette organisation, surtout à l'heure où nous nous tournons vers l'avenir. Je peux vous affirmer sans hésiter que l'Union africaine, dans sa forme actuelle, n'est pas conforme à la vision qu'elle s'est fixée et que cette organisation, sans un leadership exemplaire, donnant, ne sera jamais digne du continent africain. Par conséquent, une nouvelle Union africaine est nécessaire. Je vous demande, en tant que responsable du renseignement, de nous aider à identifier le type d'Union africaine dont nous avons besoin afin de mettre en valeur les talents de notre continent et les opportunités qui s'offrent à nous pour partager notre avenir ensemble. Alors que nous devenons un marché majeur dans le monde et qu'un quart de la population mondiale se trouve sur notre continent, nous devons saisir cette opportunité car si nous ne le faisons pas, les conséquences seront graves. Et en page droit de l'homme, chaque 12 avril, le monde célèbre la journée internationale des enfants en situation de rue. Cette journée vise à rappeler que ces enfants ont les mêmes droits que les autres et qu'ils ont besoin de protection, d'encadrement et d'assistance. Au Burundi, cette commémoration intervient dans un contexte marqué par une augmentation préoccupante du nombre d'enfants vivant dans la rue, notamment à Mel de Bujumbura. Selon des données récentes, près de 7000 enfants étaient en situation de rue en 2025. Claude Mananayo pour plus de précision. Le phénomène des enfants en situation de rue constitue un problème social majeur et croissant au Burundi. Il est alimenté par plusieurs facteurs, principalement liés à la pauvreté des ménages et aux difficultés familiales. Bien que le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, ait mis en place diverses stratégies, ainsi que des centres d'accueil pour ces enfants, l'approche actuelle de leur retrait de la rue ne s'attaque pas encore aux causes profondes du problème. Même s'il demeure difficile d'obtenir des statistiques précises, certaines estimations indiquent que le nombre d'enfants vivant dans la rue pourrait dépasser les 7000 à l'échelle nationale. Ce phénomène touche désormais presque toutes les provinces du pays. Parmi les principales causes figure d'abord la pauvreté des familles qui empêche de nombreux parents de subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants, notamment l'alimentation et la scolarisation. Face à cette situation, certains enfants se trouvent contraints de vivre dans la rue. Les conflits familiaux constituent un autre facteur déterminant, mésentente au sein du foyer, violences domestiques, abandon parental ou encore décès de l'un ou de deux parents pousse de nombreux enfants à fuir leur milieu familial. Le décrochage scolaire, souvent lié au manque de moyens financiers pour payer les frais ou acheter le matériel scolaire, contribue également à aggraver le phénomène. Pour certains enfants, la rue devient alors une alternative de survie. La vie dans la rue expose ces enfants à de multiples dangers tels que l'insécurité permanente, violences physiques et sexuelles, consommation de substances psychoactives, exploitation, maladies et extrême précarité. Les défenseurs des droits de l'enfant soulignent que la résolution de cette problématique nécessite des mesures structurelles axées sur les causes profondes plutôt que des réponses uniquement répressives. Le soutien aux familles, l'amélioration de l'accès à l'éducation et la protection des enfants apparaissent comme des solutions durables. Il convient de rappeler que depuis 2023, le gouvernement burundais a mis en place un centre d'accueil sur la commune de Munzenze, en commune de Changuzo, destiné notamment à accueillir des enfants en situation de rue, en particulier ceux provenant de la ville de Bujumbura où leur présence est la plus visible. Cependant, malgré cette initiative, ces enfants continuent d'être nombreux dans les rues de Bujumbura, ce qui démontre que les efforts engagés restent insuffisants face à l'ampleur du phénomène. Et l'association Facha se dit préoccupée par les vols de matériel régulièrement commis dans certaines écoles publiques, malgré la présence de veilleurs.
se référant notamment au vol perpétré dans la nuit de vendredi à l'Itab de Madjombe, en zone Idjenda. Le président de l'association Facha, Patrice Sabouguheba, estime que les mauvaises conditions de travail de ces veilleurs pourraient expliquer leur manque d'efficacité. Suivez plutôt Patrice Sabouguheba. Le cas récent est celui de l'Itab Madjombe en zone Idjenda, commune Rwibaga. Ce genre de vol arrive très souvent presque à la fin de l'année scolaire, au troisième trimestre, et il est très susceptible que ceux qui volent, ceux qui connaissent l'endroit où est conservé le matériel scolaire, c'est très souvent ceux-là même censés protéger ce matériel, notamment la direction, notamment les planteurs, les veilleurs. Et vous savez, des fois, c'est du matériel qui coûte cher. Le matériel de bureau comme les ordinateurs, l'imprimantes, les odorites pour le cas d'espèce, vous trouvez qu'il s'agit d'un seul veilleur qui assure la sécurité de l'école pendant toute la nuit. Depuis 18 heures jusqu'à 6 heures du matin. À un moment donné, il est dominé par le sommeil. Il est fatigué. Le jour, il fait des travaux de gagne-pain comme tout le monde. Alors, il vient à l'école pour assurer la sécurité dans la fatigue. Il a faim, il a soif. La deuxième question qu'il faut se poser, quel est le salaire, quel est le statut de ces veilleurs? La plupart des fois, le veilleur de l'école, sous régime communal, il est payé par les parents, il est payé par la direction de l'école, il est payé par la commune. Mais ces salaires ne sont pas réguliers. Il ne connaît même pas son avenir quand il s'agit de penser à sa pension. Il n'est pas enregistré ni à ONPR, ni à l'INSS. Il n'est pas assuré. Donc, pour dire que sa vie elle-même est en danger. Donc, le matériel de l'école, lui aussi, est en danger. Et le président de l'association Facha, Patrice Sabouguheba, de plaider pour une revalorisation de leur salaire et leur reconnaissance, au même titre que les autres agents de l'État. Écoutons-le à nouveau. Il revient au gouvernement, donc au ministère de l'Éducation, de prendre ses précautions. Premièrement, comment payer le salaire de ces veilleurs? Il faut les inscrire sur la liste des autres travailleurs de l'État. Il faut assurer leur pension. Il faut au moins mettre 2 personnes sur chaque école. Parce qu'une seule personne ne peut pas assurer toute la nuit la sécurité d'une école. Et donc, la responsabilité, en grande partie, revient à l'administration communale responsable de cette école. Revient aussi à l'administration du ministère qui assure le salaire des fonctionnaires de l'État. Et le veilleur étant l'un de ceux-là, parce que vous comprenez que sa tâche est énorme. Et pour dire, il faut assurer d'abord la sécurité des veilleurs, il faut qu'ils soient à 2 au minimum, et ainsi assurer leur salaire, assurer leur santé, assurer leur avenir en termes de pension. Poursuivons ce journal par la page Société. Le manque de fertilisants fourmis a entraîné une baisse de la production agricole ainsi qu'une hausse des prix sur les marchés dans la commune de Mngaro en province d'Ogitega. Les habitants de cette commune indiquent que non seulement les arriérés liés à la distribution des fertilisants n'ont pas encore été réglés, mais aussi que même ceux qui ont récemment payé la totalité des montants exigés n'ont toujours pas été servis. René Delagokura nous en dit plus. Les habitants de la commune de Mngaro, interrogés par la RPA, ont déclaré qu'ils ont payé depuis longtemps les engrais sans jamais être approvisionnés. Ils affirment également qu'ils n'en peuvent plus de patienter. Ils disent être particulièrement indignes par le fait qu'on leur a demandé de verser de l'argent pour un nouvel engrais en leur promettant une livraison imminente, mais que rien n'a été livré jusqu'à présent, laissant ainsi les populations dans l'incertitude. Après le manque d'engrais, la sécheresse qui s'est installée a été très intense. Cependant, nous supplions l'État à qui nous avons déjà versé l'argent pour l'achat de cet engrais de tenir ses engagements et de nous le fournir. On nous avait demandé de payer en une seule fois ce que nous avons fait, mais jusqu'à présent, nous n'avons rien réussi. De plus, la saison culturelle dans les marais est déjà bien avancée et nous ne voyons vraiment pas comment la situation va évoluer. Comme l'ont poursuivi ces habitants dans leur témoignage, les conséquences de cette pénurie d'engrais commencent à se sentir sur les marchés. Les conséquences négatives commencent donc déjà à se faire sentir ici au marché. Le prix d'un kilo de haricots du Kirundo, qui était auparavant de 2800 francs burundais, se situe désormais entre 3500 et 3800 francs.
Ces habitants demandent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage d'intervenir rapidement afin d'examiner la situation et de les résoudre ce problème pour qu'ils puissent en fait être approvisionnés en engrais. Et dernière nouvelle de ce journal, l'équipe nationale féminine de football du Burundi des moins de 17 ans s'est imposée face à celle du Malawi à Lilongwe sur un score de 2-1 ce samedi. Une victoire qui la rapproche du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde prévue au Maroc cette année. Les détails avec Désiré Atunimana. Ces jeunes filles de moins de 17 ans se sont bien comportées en battant l'équipe du Malawi par 2-1. Ces buts burundais ont été marqués par Belize Niokwizera et Irène Tuishemeze. Pendant ce match, ces jeunes filles, entraînées par Amarse Nyongabo, avaient un soutien de beaucoup de Burundais vivant au Malawi, un soutien qui a été très bénéfique. Le match retour aura lieu au stade Inouari le 18 de ce mois. Le pays qui sortira vainqueur de cette double confrontation croisera le fer avec le vainqueur entre le Soudan du Sud et l'Éthiopie. La phase finale aura lieu au Maroc du 17 octobre au 7 novembre de cette année. Au tennis, dans le tournoi qui se déroule à Bujumbura à l'entente sportive, la première semaine a été cauchemardesque pour la star burundaise Sada Nahimana, éliminée au premier tour par la Française Nguyen Tan par 2-7-0, 6-4 et 6-2. Pour la deuxième semaine, les supporters de Sada Nahimana espèrent qu'elle va faire mieux pour oublier la première semaine. Pour la première semaine, les finalistes sont la Russe Daria Ataknova et la Française Margot Houvreau. C'est la Russe Daria qui s'est imposée par 2-7-0, 6-4, 6-4. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Désiré Atunimana que le journal de ce 12 avril 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remécha. Je vous souhaite une bonne fin du week-end.